Chers collègues, merci beaucoup d'être là. On a pris cette habitude de faire des directs comme ça pour faire un état des lieux. J'imagine qu'ils vont peut-être se multiplier. On est dans une période importante. Vous avez eu l'occasion d'en entendre parler dans les médias. Les collègues des syndicats affiliés, des fédérations en parlent aussi, en assemblée, en parlent dans vos communications internes, mais je trouve important de vous rapprocher de la table de négo. Donc aujourd'hui, c'est un peu le travail qu'on va faire. On commence depuis le début là, Négo 101. On veut démocratiser la négo. Écoutez, si vous attendez à des grands scoops aujourd'hui, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas d'avancée spectaculaire que je vous annoncerai. Par contre, on trouve important, là, vous savez, l'occasion bien souvent de faire les médias avec des 30 secondes, des 1 minute, des 2 minutes pour placer des éléments. Mais là, aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'avoir des échanges sur différents sujets. Puis en plus, on aura l'occasion, puis vous les avez vus, ceux qui ont déjà participé à ce petit direct-là qu'on fait habituellement, qui dure 30-45 minutes, où on explique ce qui se passe. On parle de la table de négo, hein, vous voulez souvent savoir ce qui se passe, puis directement avec nous, d'habitude, on a Pierre-Antoine Harvey, l'économiste là, à la centrale, qui est avec nous. On a Denis Curotte, qui habituellement est avec nous comme ça autour de moi, qui est le négociateur, donc qui est coordonnateur à la négo. C'est lui qui est directement comme porte-parole de la CSQ avec les collègues du Front commun à la table centrale. Bien, écoutez, ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui en studio parce qu'ils sont à Québec. Donc, tantôt, on ira les rejoindre. Ils sortent la table, justement. Donc, faire un état des lieux sur ce qui se passe un peu. Je pense que c'est ça le but, là. Le but, c'est d'être capable d'échanger ensemble. Je vous invite à poser des questions. Puis déjà, là, en prévision de ce direct-là, il y a déjà beaucoup de questions. Puis ça, bien, on va tenter d'y répondre au fur et à mesure. Des questions fort pertinentes. Après ça, bien, on pourra toujours être en désaccord, ça c'est certain, mais le but, c'est d'être capable d'échanger ensemble. Fait que le contexte dans lequel on fait ça, comme j'ai dit, il y aura quelques blocs. Faire un retour rapide. Après ça, on va se parler de la 3e séquence de grève. Plusieurs questions là-dessus sur la 3e séquence de grève. On va en parler. Après ça, il y en a qui nous posent des questions. Hey, il s'est passé quoi hier avec la rencontre au sommet? Donc, je vais y revenir, pardon. Après ça, négo sectoriel, négo intersectoriel. Puis, on va revenir aussi avec Pierre-Antoine qui va nous parler aussi du rapport de l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, qui a rendu son rapport ce matin sur l'écart des emplois. Vous avez vu sur notre page Facebook, là, on a fait un communiqué là-dessus. On va y revenir avec Pierre-Antoine qui est économiste. Donc, tout ça dans à peu près 30-45 minutes de discussion. Fait que je vous invite à rester là. Donc, on va tenter, bien sûr, de répondre au maximum de questions, bien qu'il y en a qui se ressemblent des fois. Donc, on me dit que vous êtes déjà nombreux à être là. Merci beaucoup. Merci de vous brancher. Merci de vous informer, parce que c'est ça qu'on veut faire ensemble. Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait de l'élagage. Rappelez-vous, là, on était à peu près au mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre, puis on parlait de l'élagage qui s'était passé. Donc, demande d'élagage au sectoriel de la part de la présidente du Conseil du Trésor. De notre côté, on allait le faire, mais on prenait plus de temps. Donc, depuis ce temps-là, il s'est passé bien des choses dans l'espace public, mais on va prendre le temps pour s'en parler parce que depuis ce temps-là, on a aussi eu 2 séquences de grève. Une courte séquence, puis après ça, une séquence de 3 jours dont on se remet récemment. Puis moi, j'ai eu l'occasion de me promener. J'ai été à Victoriaville, j'ai été à Québec, j'ai été à Drummondville, j'ai été à Saint-Hyacinthe, j'ai été à Montréal, j'ai été du côté de Laval. Je me suis promené, j'ai été sur les de piquetage. Merci pour votre accueil, merci pour votre soutien. Puis, je le répète, là, j'ai l'occasion, moi, de porter ce message-là, mais je ne pourrais pas être plus clair avec vous que de vous dire que ce n'est pas du tout ma négo à moi, là. C'est la négo du personnel, c'est la négo des travailleuses et des travailleurs, bien sûr, les 130 000 de la CSQ, mais l'ensemble des 420 000 du Front commun. Puis c'est ce message-là qu'on veut porter. C'est tellement plus grand que les organisations syndicales ou que les représentants syndicaux. Puis c'est ce message-là qu'on veut porter depuis le début. Donc, dans ce sens-là, et tout de suite, avant d'aller avec la prochaine séquence de grève, beaucoup de questions nous ont été posées sur notre page Facebook où on dit beaucoup de commentaires à l'effet qu'on parle beaucoup dans les médias de la négo des enseignantes et des infirmières. Puis là, je sais qu'il y en a qui sont avec nous parce qu'on en représente, bien sûr, à la CSQ, dans le Front commun, des profs, puis des infirmières.
On parle beaucoup d'eux. C'est correct, ils sont contents de faire parler d'eux, on est content de parler d'eux, mais c'est sûr qu'il y a d'autres catégories d'emploi. Et ça, là, c'est un éternel recommencement. Il y a deux choses. Premièrement, il y a parler de l'ensemble des catégories. Puis, vous savez, personnel de soutien, 81 quarts d'emploi. Personnel professionnel, 35 quarts d'emploi. C'est difficile, de tous les nommer, mais les médias doivent faire un meilleur effort. Écoutez, là, on donne souvent juste des exemples. Côté enseignants, infirmières, c'est correct, on le comprend, sont nombreuses, sont nombreux, mais il faut que les médias fassent plus que ça, puis on leur rappelle. Moi, comment je le dis souvent, là, je me présente en studio et je leur rappelle qui on représente, puis après ça, ils arrivent à la première question et ils oublient tout le monde, puis on focus sur certaines catégories d'emploi. Ça, là, c'est vraiment un travail qu'on fait. D'ailleurs, les fédérations, mes collègues de la FPSS qui représentent du soutien, mes collègues de la FPPE qui représentent des pros, font un excellent travail là-dessus. Là, je parle du réseau scolaire. Puis là, j'en ai d'autres qui nous écoutent. Le collégial. Le collégial, c'est comme si c'était inexistant dans la présente ronde de négociation. Puis ça n'a pas de bon sens non plus. Écoutez, il parle du réseau scolaire, puis il parle de la santé, réseau scolaire de la santé, puis on oublie le collégial. Il y a 220 000, 230 000 élèves, étudiants qui fréquentent le collégial. Il y a des dizaines de milliers de profs. Il y a du personnel professionnel, du personnel de soutien. Puis effectivement, ça n'a pas de bon sens. Donc ça, il faut être en mesure de le rappeler. Et à ça, il y a une sous-question. Mais vous autres, les syndicats, M. Gingras, Éric, est-ce que tu en parles, toi? La réponse, c'est oui. Bon, des fois, on me prend 30 secondes, là, mais il faut aller voir là, les entrevues que je fais. Il faut les nommer, il faut leur rappeler. J'ai même fait une entrevue récemment dans la région de Québec où je rappelais que le collégial allait être en grève, puis l'animatrice me dit « Ah, est-ce que vous êtes en train de me dire que les cégeps aussi sont en grève? » On part de loin, là. Puis c'est la même chose avec les catégories d'emploi, là. Récemment, j'étais en entrevue, il fallait que je parle des concierges, il fallait que je parle des ouvriers spécialisés, puis là, on parle des éducatrices, du personnel administratif. Mais c'est pas facile, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que c'est 420 000 personnes qui sont en négociation, puis ça implique beaucoup de corps d'emploi. Ceci dit, puis on y reviendra, ceci dit, séquence de grève. Troisième séquence de grève. La question qui nous est posée bien souvent, pourquoi? Probablement une décision qui a été prise là, dans nos instances de négociation. Pas facile de prendre une décision comme ça parce qu'il peut y avoir pouvoir choix. On n'en fait plus. On y va avec une grève générale limitée, on y va avec une autre séquence, puis on a analysé la situation. Présentement, il faut maintenir la pression. C'est le premier constat qui a été fait. Deuxièmement, c'est qu'on souhaite régler avant Noël. Mais si on ne règle pas à des conditions qui sont acceptables pour les membres qu'on représente, avec de bonnes augmentations de salaire, qui couvrent le pouvoir d'achat et qui permettent un certain rattrapage, avec de meilleures conditions de travail aussi aux tables sectorielles, on y reviendra, bien, on ne réglera pas avant Noël. Alors, il fallait se garder des munitions pour après. Personne ne veut se rendre là. On veut régler le plus rapidement possible. Le gouvernement dit que c'est sa volonté. Je reviendrai avec la rencontre avec Sonia Lebel. Donc, ça, c'était important de continuer. Maintenant, à la longueur, 7 jours. Donc, ça a un impact en éducation différent. Oui, il y a du personnel qui travaille la fin de semaine en éducation, des collègues notamment du personnel de soutien. Mais bon, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche aussi. Le but étant de mettre davantage de pression, étant d'en ajouter. Est-ce que ça aurait pu être 4 jours? Est-ce que ça aurait pu être 3 jours? Est-ce que ça aurait pu être 8 jours? À un moment donné, on trouve un juste milieu pour la meilleure stratégie. Maintenant, l'autre élément. Pourquoi on l'a fait alors qu'on dit que ça n'avance pas ou alors qu'on dit qu'un conciliateur? Ça a été beaucoup dit, ça. Conciliateur, c'est un élément intéressant, mais ce n'est pas lui, malheureusement, qui va mettre de la pression. C'est nous qui devons mettre la pression. Le conciliateur, il va facilité. Mais il faut que du côté du gouvernement, bien, on sente la pression, puis ça, on la sent parce que vous êtes là. Donc, quand nos négociateurs discutent, quand nous discutons avec le Conseil du Trésor, puis on sait qu'il y a du monde qui sont là, ça a un impact. Écoutez, là, c'était pas anodin qu'après 3 jours de grève, le premier ministre dise qu'ils veulent éventuellement bonifier son offre. Ça, c'est grâce à la pression mise par vous et par la pression aussi de la population qui nous appuie. Puis moi, je le dis tout le temps, là, la population, elle appuie les travailleuses et les travailleurs. Elle n'appuie pas Éric Gingras. Elle n'appuie pas les syndicats. Bien souvent, vous savez comme moi, les syndicats ont mauvaise presse.
Mais les travailleuses et les travailleurs, elles ont bonne presse. Eux autres, ils ont bonne presse. Donc ça, c'est important, vraiment, d'être en mesure de comprendre ça. Donc, et là, je vous parle en même temps, puis mon oreillette, malheureusement, c'est défaite. Donc, quand on va inviter mon collègue, Pierre-Antoine, mes collègues Pierre-Antoine et Denis, ben je les aurais pas entendus. Donc, je suis désolé d'avoir arrangé comme ça mon oreillette avec vous, mais je n'avais pas le choix. Sinon, ça allait être ridicule de les voir à l'écran et moi, pas les comprendre du tout. Donc, j'y reviens avec ce que je disais. La grève, c'est un élément important avec vraiment une séquence qui se voulait, qui se voulait importante, comment je pourrais dire ça? Une séquence qui se voulait pour être en mesure de mettre une pression et espérer une entente. Mais l'entente est-elle réaliste? Oui. Mais est-ce qu'on peut se rendre après Noël? Moi, je vous dirais au début, aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, non pas au début, mais en date d'aujourd'hui, que l'important, ce n'est pas le moment, c'est la hauteur de l'entente et la qualité de l'entente que vous aurez éventuellement à nommer. Donc, c'est avec ça, et c'est pour cette raison-là que non, on n'est pas allé en grève générale limitée. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'on va régler avant ou après Noël des questions qui ont été posées là-dessus? Comme je vous dis, l'important, c'est l'objectif, c'est l'entente, ce n'est pas le moment, même si on sait que les gens sont fatigués, même si on sait c'est quoi l'enjeu qui est derrière ça et le moment. Là, c'est un moment important, mais si on avait besoin d'aller plus loin, on le fera. C'est quoi la stratégie derrière cette décision-là? Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'être en mesure de se garder un poids important que la grève générale limitée après les fêtes. Comme je vous ai dit, c'est un élément important. Autre question qui est posée, si on a une entente avant la grève ou pendant la grève, on la fait-tu au complet? La réponse, c'est on ne la fera pas au complet. Si on a une entente, on ne va pas envoyer notre monde en grève sous prétexte qu'on est là. On pourra toujours la suspendre. Et si on est sur le bord d'une entente, puis on sent vraiment que c'est tout prêt, bien là aussi, on va se réunir. Puis sachez que ce n'est pas moi qui prends la décision. C'est lors d'instances où l'ensemble des syndicats qui vous représentent dans la province, dans nos fédérations, dans nos réseaux, se réunissent et décident, puis on en discute avec nos collègues du Front commun. Il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà pour le bloc. Troisième séquence, mais j'ai une question ici de Pascal Robert qui dit « Si ça se discute, pourquoi aller en grève? Si Legault dit qu'il veut régler avant Noël, pourquoi faire la grève avant? » Parce qu'on ne voit pas la couleur de ça. Et ça, c'est important. Entre ce qui se dit dans les médias et ce qui se voit aux tables, pour l'instant, là, ça discute. Mais si ça restait comme ça, là, on ne règle pas avant Noël. C'est beaucoup trop lent. Vous allez entendre tantôt Denis Curotte qui va vous en parler, qui est directement à la table. Donc, vous allez avoir celui-là qui est directement là. Donc, présentement, c'est trop lent. Présentement, là, et en même temps, est-ce que c'est satisfaisant ce qui est sur la table? Et si la contre-proposition est de quelques pourcents de plus, la nouvelle proposition du gouvernement est de quelques pourcents de plus, est-ce que ça va être assez? Moi, ce que vous me dites, c'est non, parce que vous avez un appétit, des attentes qui sont élevées. Alors, c'est pour cette raison-là qu'il y a la grève. Et ce sont les outils qu'on se donne, avec lesquels il faut faire attention, mais je pense que ça a été nommé. Il faut être en mesure de mettre cette pression-là. C'est pour cette raison-là qu'on n'est pas sûr, justement, puis c'est une bonne question, ça, parce qu'on n'est pas sûr d'arriver à un règlement avant les fêtes. C'est pour cette raison-là qu'on n'est pas allé en grève générale limitée pour passer les fêtes en grève. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc, maintenant, autre question très importante. Hier, la rencontre d'hier. S'il y en a qui sont abonnés à mon compte, ben là, il s'appelle X, c'est un compte Twitter. S'il y en a qui sont abonnés au compte du président sur le réseau X, vous allez voir qu'en après-midi, j'avais un peu baissé les attentes. Ce n'était pas les attentes d'un règlement, parce que j'ai lu ça un peu dans les commentaires. Vous êtes déjà en train de baisser nos attentes d'un règlement, de la hauteur du règlement. Ce n'était pas ça du tout, là. C'était baisser les attentes de cette rencontre-là. Présentement, tout est hyper médiatisé. Des rencontres avec Mme Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, on en a eu là, au fur et à mesure dans la présente ronde de négociation. On a eu au mois d'octobre, début octobre, je pense, fin septembre, début octobre. Après la manifestation du 23, on a eu en juin, mai, avril, quelque chose comme ça. Donc, de façon cyclique pour faire un état des lieux. C'était essentiellement pour ça qu'il y a eu une rencontre. Mais elles sont importantes, ces rencontres-là. À toutes les fois, c'était pour dire, OK,
voici ce qu'on veut, voici ce qui est sur la table. Et la première question, puis ça va dans le sens de ce que vous posez, la première question, c'est est-ce que c'est possible qu'on règle avant Noël? Est-ce que la volonté est là? Ça a été questionné. Puis après ça, on a fait le tour. Table, comment ça se passe? Et là, c'est là qu'on a dit, pour répondre justement, ça va dans le sens de ce que disait Pascal Robert, ça ne va pas assez vite présentement, donc ça n'a pas de bon sens. Donc, dans ce sens-là, c'était pour cette raison-là qu'il y a eu ça. Mais écoutez, après ça, des journalistes qui courent après nous, des caméras qui nous montrent en train de marcher, ça, c'est le spin médiatique, c'est un appétit de parler de ça. Mais moi, je vous invite à nous suivre. Je vous invite à suivre sur nos médias sociaux, vous allez tout apprendre là. Il y en a qui nous disent des fois, ouais, on l'apprend dans les médias avant. Ça, il y a du coulage, puis ça, on ne peut rien pour ça. On essaye de donner rapidement l'information, mais on est tributaire en 2023 de tout ce qui se passe dans les médias sociaux. Mais cette rencontre-là, elle a été intéressante. On me dit comment est-ce qu'on peut la qualifier, constructive, de bons échanges, etc. Mais le but, c'était de faire le point, puis c'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas eu de nouvelles propositions. Il y a pas... Alors, justement, entre ce que le premier ministre dit, vous entendez le ministre de l'Éducation qui parle, le ministre de la Santé. Oh, vous n'entendez pas beaucoup la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Derry, même si nos collègues des cégeps sont là, tu sais, ce que je vous disais tantôt, bien, ça reste qu'ils disent toutes sortes d'affaires, ils parlent de flexibilité. C'est un spin, ils veulent placer le message. Nous aussi, on fait ça. Nous aussi, on fait ça. Mais l'important, c'est de vous donner l'information. Autre question d'Alain Degrasse. Pourquoi l'urgence de conclure avant Noël? Le contrat devrait-il être signé en avril? Devait être signé en avril dernier. Il n'y avait pas de presse cet été ou cet automne. Bien, premièrement, c'est parce que là, ça va faire 1 an qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire. Donc, il y a ces enjeux-là. On ne veut jamais que ça traîne, mais ça pourrait arriver. Alors, à la question, pourquoi l'empressement? Il y a des fenêtres en égo. Ça, c'en est une. Noël, ça a toujours été une fenêtre. Est-ce qu'on va la prendre? Oui. Si l'entente est à la hauteur. Si elle ne l'est pas, on se déporte et on continue. Mais il fallait maintenir la pression parce que là, vous avez vu le gouvernement qui est un peu chancelant, vous avez vu les sondages, vous avez vu l'appui de la population. Il faut profiter de ça, mais pas à n'importe quel prix. C'est le message. Et à la fin, lorsqu'on arrivera avec quelque chose qui a de l'allure, on la soumettra aux membres, puis ils le décideront. Et c'est important, ça, de comprendre comment on fonctionne. Mais la question est très bonne. L'urgence d'avant Noël, il y a un timing, il y a un moment. Mais est-ce qu'il faut le prendre si ce n'est pas bon? La réponse, c'est non. Plusieurs questions sur la retraite aussi. Pouvez-vous nous expliquer de quelle nature sont les attaques du gouvernement envers le régime de retraite? J'y arrive dans quelques secondes avec Denis Curotte. Je vais aller le voir, ça ne sera pas long. Mais il va être meilleur que moi pour répondre à cette question-là. Et donc, négo, maintenant, Conseil du Trésor, là, parce que je suis en train de regarder ma feuille, Conseil du Trésor, j'ai qualifié les échanges. Dernière question qui a été posée, est-ce que ça, c'est une rencontre pour négocier? La réponse, c'est non. La négociation, ça se fait à la table de négo. Ça ne se fait pas entre les représentants du Front commun et la présidente du Conseil du Trésor. C'est vraiment des discussions, des échanges, puis après ça, l'important, c'est d'aller aux tables. Ce qu'on a voulu apporter comme message, c'est celui d'un règlement avant les fêtes, donc profiter de la fenêtre, mais pas à n'importe quel prix. Ça a été dit de notre côté, puis vous comprenez que du côté patronal, du côté du gouvernement, ils ont dit, ben oui, nous autres avant Noël, mais ça ne se fera pas non plus à n'importe quel prix. Donc, c'est toujours le même principe pour tous les collègues. Je viens maintenant avec négo sectoriel, parce que c'est un élément important. Puis bien souvent, on n'en parle pas assez dans les médias. La négo sectorielle, c'est vos conditions de travail, que vous soyez personnel de soutien, toutes les catégories d'emploi, professionnels, que vous soyez prof, que vous soyez du côté du collégial, de l'éducation préscolaire, primaire, formation professionnelle, éducation des adultes, les centres, ou même en santé. Ça, c'est vraiment vos conditions de travail. Ce qui se passe dans la classe, ce qui se passe dans l'école, dans le centre. Ça, c'est vraiment ça. Et c'est important, ça vous touche directement. Et ça, c'est identifié comme étant l'élément qui va déclencher tout le reste. Parce que c'est souvent des clauses de convention qui sont plus compliquées, plus complexes à écrire. Le salaire, bien, c'est un pourcentage. Le salaire, c'est des paramètres, ce sont des paramètres salariaux. Donc, dans ce sens-là, c'est pour cette raison-là que le sectoriel, c'est ce qui va déclencher la suite de la négociation. Donc, c'est vraiment là où l'ensemble des fédérations qui vous représentent, puis c'est eux les mieux placés pour en parler parce que c'est leur juridiction, c'est eux qui en parlent, c'est eux qui consultent les syndicats, mais c'est vraiment des éléments qui sont importants. C'est eux qui parlent de la composition de la classe pour les profs. C'est eux qui parlent du problème de précarité
chez le personnel de soutien. C'est eux qui parlent du problème de non-reconnaissance là, du personnel professionnel dans nos écoles. Même chose pour les profs de cégep, professionnels ou soutien au cégep. Même chose pour nos collègues infirmières, infirmières auxiliaires, allothérapeutes du côté de la fédération qui s'occupent en santé des collègues. C'est la même chose. Eux, ils vont parler de ça, des primes, etc. Donc ça, ces tables-là doivent avancer. Est-ce que ça avance maintenant? C'est à géométrie variable. Ça dépend de la table, mais sachez qu'aucune n'arrive à un résultat où on pourrait dire « ça y est, c'est fait ». Mais il faut les amener là. Il faut être en mesure d'améliorer ces discussions-là. Puis ça, on espère justement que les grèves, on espère que la pression de la population aussi va nous permettre d'arriver là rapidement. Et c'est le message qu'on veut passer quand vient le temps de parler du sectoriel. Je vais y aller avec autre question qui nous a été posée beaucoup avant d'aller avec notre collègue à la table intersectorielle avec Denis. Qu'est-ce qui arrive si la FAE a une entente avant le Front commun? Question qui a été posée peut-être par des profs. Hein? Majoritairement, les profs sont avec la FSE, chez nous, dans le Front commun, mais avec la CSQ. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est eux autres, puis qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les autres? C'est arrivé lors de la dernière ronde de négociation. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de coordination des stratégies. La FAE a décidé d'aller seule en grève générale limitée. Des gens nous posent la question, pourquoi ils ne sont pas dans le Front commun? Ils n'ont pas voulu, ils ne l'ont pas demandé. Quand on a formé le Front commun, les journalistes avaient questionné l'ancien président de la FAE, puis il avait dit que le Front commun ne perde pas son temps à nous appeler. Vous comprenez que ça, c'est assez clair. Donc, il n'y avait pas eu de coordination. Maintenant, est-ce qu'il y a des échanges? Vous avez vu la lettre qui est parue là, le jeudi de la grève, où il y avait une lettre conjointe parce que toutes les organisations étaient en grève cette journée-là. Donc, oui, on est en mesure d'avoir des discussions cordiales, mais il n'y a pas de coordination parce que les stratégies sont différentes. Ceci étant dit, qu'est-ce qui arrive s'il y avait une entente? Bien, nous autres, on continue à négocier. Ce n'est pas une entente pour les membres qu'on représente. Puis en même temps, notre prétention, c'est quand même qu'en Front commun, on a 420 000 membres. Puis quand va venir le temps de parler des enjeux du Front commun, salarial, mais aussi au niveau des conditions de travail, bien, on espère qu'on sera entendu. Ça fait aussi partie du choix. Une autre question, Andréane Charbonneau. Ah, question très intéressante et merci. Bien, toutes les autres l'étaient aussi, bien sûr. Mais je n'avais pas pensé à ce bout-là, pas une question. Donc, Andréane Charbonneau, est-ce que la future entente sera rétroactive? Oui. Il faudrait que le gouvernement nous propose quelque chose qui ne l'est pas. Mais nous, c'est sûr qu'on veut qu'elle soit rétroactive. On est donc, notre augmentation, je l'ai dit tantôt, devait arriver là, autour du 1er avril, là, tout dépendant de la convention collective 2023. On ne l'a pas eu. Donc, elle serait rétroactive à ce moment-là. Donc, ça, c'est un élément qui est important. C'est déjà arrivé dans le passé que ça ne l'a pas été, mais on était dans d'autres conditions, dans d'autres situations financières. Là, on n'a aucune raison de penser que le gouvernement voudra qu'elle ne soit pas rétroactive. Au contraire, on pense que ça, c'est même pas un enjeu, elle le sera. Donc, je trouvais important de le dire. Et pour revenir à la FAE, c'est sûr qu'on leur souhaite bonne chance, mais de notre côté, on pense qu'on a une bonne stratégie pour atteindre ce qu'on veut. Donc, ceci étant dit, puis je reviendrai aux questions parce que vous en avez vraiment beaucoup. Merci. Merci d'échanger. Puis en même temps, c'est un peu pour ça, bien, pas un peu, c'est beaucoup pour ça qu'on est là. Mais maintenant, on veut savoir ce qui se passe à la table intersectorielle qui a siégé aujourd'hui avec le conciliateur. Et pour ça, j'ai Denis Curotte en direct de Québec qui va se joindre à nous. Salut, Denis. Salut, Eric. Et je suis content de t'entendre. J'ai manqué pas t'entendre, hein? C'est en train de tomber, cette histoire-là. T'as bien fait ça, t'as bien réparé ça. Mais ça n'a presque pas paru, hein? Presque pas, presque pas. Hey, merci, Denis. Denis Curotte, donc, titre exact, Denis, je le vois, écoute, je ne l'ai même pas, je l'ai perdu. C'est quoi ton titre exact? Directeur adjoint de la coordination de la négo au service de la négociation du secteur public à la CSQ et porte-parole. Je l'ai dit. Bravo. Merci. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Eric, ça va bien. Toujours en conciliation. Donc, des échanges qui cheminent différemment puisque les conciliateurs sont avec nous. Donc, on a eu quand même beaucoup de rencontres. Quand tu dis différemment, ça veut dire quoi, ça, pour les gens qui nous écoutent? Là? Parce que là, il y a un conciliateur. Comment ça marche?
Ben, d'abord, les conciliateurs sont avec nous depuis mardi dernier, depuis le 22 novembre. Et le gros changement qu'on a depuis ce temps-là, ben, c'est qu'on se rencontre beaucoup plus souvent. On a eu 7 rencontres avec les conciliateurs en 9 jours. Donc, on avait eu une vingtaine de rencontres, plus ou moins, depuis le début de la négociation, donc en près d'un an. Là, on avait eu une vingtaine de rencontres. On en a eu 7 en 9 jours. Donc, c'est déjà là, il y a une fréquence plus grande. Mais évidemment, le travail avec les conciliateurs nous amène à fonctionner différemment. On passe du temps avec la partie patronale, mais on passe beaucoup de temps aussi seul avec les conciliateurs. La partie patronale, les conciliateurs, en fait, se promènent entre la partie syndicale et la partie patronale beaucoup pour travailler avec chacune des parties, faire évoluer les positions, essayer de trouver des voies de passage. Parce que Donc, eux, c'est un travail qui est différent. parce que les conciliateurs ne peuvent pas imposer. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est de trouver, comme tu l'as dit, des voies de passage et qu'on puisse avoir des réponses aussi. Parce qu'on a souvent dit dans l'espace public qu'on posait des questions puis on n'avait pas vraiment de réponse. Ça aide à ça aussi, là. Absolument, absolument. Ce qui est le changement le plus important, c'est ça, c'est que ça amène à préciser certaines positions, à clarifier aussi certaines positions. Donc, les médiateurs travaillent beaucoup à ça aussi avec chacune des parties. Puis quand il y a quelque chose qui n'est pas clair ou qui semble pas clair, ou même ça peut être nous, des fois, qui pensions avoir été très clairs sur quelque chose, les conciliateurs peuvent, eux aussi, en essayant de bien comprendre les enjeux, nous amener à préciser certaines positions, certaines demandes. Et ils le font beaucoup aussi avec la partie patronale, c'est-à-dire ils vont demander à la partie patronale des fois de préciser leur position, mais de préciser aussi comment ils se positionnent par rapport à nos propres demandes. Donc, Oui, ça, c'est important. c'est beaucoup ça. Oui, parce Ouais. que ça, c'est important, hein, répondre à ce que nous autres, on veut. Puis, euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est. Écoute, c'est sûr, là, je te pose la question pour le bénéfice des collègues. Je connais un peu la réponse. On se parle là, dans une journée. Là. Mais euh, présentement, il n'y a pas de deal. Il y a pas d'entente sur rien. Mais à ce moment-là, pour pour le commun des mortels, on va dire que ça ne donne rien si on n'a pas d'entente sur rien. Puis quand je dis que ça avance, alors, peux-tu nous expliquer un peu, s'il n'y a pas d'entente, qu'est-ce qui se fait quand même sur les différents sujets? Ben, en fait, on discute de tout, hein, et à certains moments, cette négociation-là, ce qu'on observe, c'est que c'est très difficile de régler des choses. Parce que quand même, ça fait un an qu'on est en négociation. Dans de précédentes négociations, il y avait des choses qui avaient été Il y réglées avait des à étapes. cette étape-ci. Il y a des étapes. Puis c'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein. Puis on D'accord. l'a dit à plusieurs reprises, c'est la même chose au niveau des enjeux sectoriels. On est beaucoup sur les priorités gouvernementales. Alors nous, on a des enjeux et évidemment, la façon dont les discussions se déroulent présentement, c'est qu'on est beaucoup, la partie patronale nous questionne, nous re-questionne, nous a demandé à différents moments donnés de même nous positionner, de faire part de notre analyse sur des enjeux qui, sur leurs propositions, sur lesquelles on avait clairement établi qu'on ne voulait pas aller. Donc, sur certaines demandes liées au régime de retraite, justement. Mais là, avec les conciliateurs, bien, toute cette dynamique-là a changé. C'est-à-dire que les conciliateurs veulent qu'on aille vraiment sur l'essentiel, sur les positions, qu'est-ce qui ferait avancer la négociation, qu'est-ce qui serait une voie de passage. Et ça ne veut pas dire que les positions, la position de la partie patronale change par magie euh, parce que le médiateur est là, mais ça permet de concentrer les échanges sur les façons d'arriver à un règlement, Donc, essentiellement. ton feeling, là, parce que c'est pas ta première ronde de négociation, donc ton feeling et la grande différence, c'est que tu sens que au lieu qu'on règle par étapes, tout va se régler en même temps un moment donné, là. On sent vraiment que c'est ça l'idée, c'est qu'on est en train d'avancer, puis à un moment donné, ça va faire bang sur tout. Est-ce que c'est davantage ça que d'autres négos où on est davantage en étapes? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre dans ta lecture de ce qui se passe à la table présentement? Ben, c'est beaucoup l'impression que ça donne. T'sais, on a essayé de régler certaines choses. On a une entente sur une chose qui est d'augmenter la participation possible au régime de retraite de 69 à 71 ans. Hein. OK. Bon, ça, on l'a confirmé, mais c'est quelque chose qui s'était déjà discuté en comité de travail interronde. Et c'est la seule chose qu'on a réglée. Ça aurait dû se régler dès le début de la négociation. On Je l'a réglé il comprends. n'y a pas si longtemps. Je On s'est comprends. confirmé. Sur tout le reste, il y a des choses qu'on pense qu'on aurait pu régler depuis très longtemps, Je mais c'est pas comprends. possible parce que la partie partenaire cherche à ce que tout se règle plus tard et ils restent aussi beaucoup sur leur seule priorité à eux.
Donc, c'est difficile d'arriver à régler des choses au fur et à mesure Et dans là, ce. avant que mon iPad explose, beaucoup de questions sur les attaques sur la retraite. Donc, Oui. en quelques mots, là, c'est complexe le Régop, là, mais si on le met facilement, compréhension simple sur l'attaque au Régop, notamment à partir de 65 ans. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, là, c'est quoi la demande patronale sur cette attaque-là? Parce qu'on sait que bien qu'on peut avoir, là, on peut être en début de carrière, penser à notre avenir, un jour ça va être à nous. On peut être à quelques années de notre retraite, on peut être à quelques mois de notre retraite. Donc, peux-tu nous dire un peu c'est quoi cette attaque-là à la retraite, s'il te plaît, Denis? Oui, ben en fait, ce que la partie patronale demande, c'est de coordonner le régime de retraite public, le RRQ, la Régie des rentes du Québec, qui a été bonifié depuis 2019, là, qui le sera, cette bonification-là sera pleinement effective là, à partir de 2025. Donc, demande de bonifier, de coordonner, pardon, la bonification du régime avec notre régime à nous, le REGOP. Ce qui ferait qu'à partir de 65 ans, ben, on diminuerait la rente du régime du REGOP d'autant que représente cette bonification-là. Alors que la Régie des rentes du Québec, la bonification, ben, elle est présente pour tout le monde. Donc, les gens qui ont des régimes de retraite à prestations déterminées, comme le REGOP, ailleurs, ben, ne coordonnent pas cette rente-là. Donc, auront leur rente de retraite de leur régime et cette bonification-là en plus, ce qui amène un revenu à la retraite qui est plus À important partir de 65 ans. Donc, nous, à partir du moment où on demande sa rente de la Régie des tu rentes, as mais à raison. partir de 65 ans, évidemment. Effectivement. Donc ça veut dire que si on disait oui à la proposition du gouvernement, c'est que nous, on n'en profiterait pas de cette bonification-là, alors que les autres personnes, oui. C'est ça, dans le fond, qu'il faut comprendre. Exactement. Ce qu'on ferait, c'est qu'on réduirait la rente versée par le REGOP d'autant que cette bonification-là. Donc, on ne bénéficierait pas, dans le fond, des cotisations qu'on a dit, des baisserait donc ce qu'on aurait droit en cotisation parce qu'ils mettraient ça en RRQ. Puis en plus, ben, si je ne me trompe pas, là, on cotise au RRQ, donc on n'y aurait pas droit au RRQ+, là, comme tu dis, c'est ça? Oui, bien, c'est sûr c'est un régime public, tout le monde y contribue, on y contribuerait. La cotisation au REGOP serait ajustée en conséquence, c'est-à-dire qu'on paierait moins de contributions au REGOP pour tenir compte du fait que ça serait coordonné. Mais le bénéfice serait moindre après parce qu'on ne bénéficierait plus de cette bonification-là, puisque notre régime de retraite aurait été réduit d'autant. Alors, puis le régime de retraite, le REGOP étant pleinement capitalisé, il y a des surplus, le régime est en très bonne santé, il n'y a aucune raison de venir réduire la rente du REGOP pour venir coordonner cette bonification-là. En fait, le gouvernement, ce qu'il nous dit par là, c'est qu'il veut économiser, parce que le gouvernement aussi, il paie des contributions Ah, au voilà. REGOP. Et là, bien évidemment, s'il y a une coordination avec le RRQ+, bien, le gouvernement économise parce qu'il ne verserait plus l'argent additionnel qu'il doit verser dans le REGOP, autrement dit. Donc, Donc, pour lui, encore des économies sur le dos des travailleuses et travailleurs. voilà. Écoute, il y a un collègue qui dit, une collègue, pardon, c'est Denise, qui nous dit pouvez-vous être plus précis? Vos discours sont un peu flous, on n'apprend pas grand-chose. Il y a peut-être deux choses à ça. Moi, je pense que Denis vient quand même, écoutez, si vous le saviez, tant mieux, mais vient d'expliquer vraiment bien c'est quoi l'attaque au REGOP, a parlé le reste, là, c'est difficile d'être flou, parce que pour l'instant, dans toutes nos demandes, disparités régionales, dans nos demandes salariales, le gouvernement salarial, là, il est encore à 10,3 qui nous offre, c'est ça, puis il offre quelques autres éléments pour certaines catégories d'emplois. On est toujours là, Denis, là-dessus. Il n'y a pas eu de bonification, malgré ce que dit le premier ministre. Là. Il y a pas, on est encore là, là. Absolument, il n'y a pas de nouvelles propositions. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le gouvernement est arrivé avec des demandes, des propositions sur les droits parentaux. Il y a une seule demande, là. Des demandes sur le régime de retraite. Et les enjeux, c'est ça. On parle aussi d'ouvriers spécialisés, ça faisait partie du dépôt patronal, mais tout ce qui ne faisait pas partie du dépôt patronal, les enjeux qui ne faisaient pas partie du dépôt patronal, on en parle, en fait,
on n'a pas réussi à amener la partie patronale à avoir des échanges Je vais donner un constructifs exemple. là-dessus. Je vais donner un exemple. La cotisation, ou pas la cotisation, mais la partie de l'employeur pour les assurances. Hein, on demande ça, Exact. que l'employeur. Voilà. Ça, on l'a demandé, et puis ils nous Ouais. disent quoi? Tu sais, comme réponse à Denise qui dit c'est quoi l'enjeu? On l'a positionné et ils nous ont répondu quoi, Denis? En date d'aujourd'hui, là. En date d'aujourd'hui, ils nous ont toujours répondu la même chose, c'est que c'était pour eux pas un enjeu sur lequel ils voulaient discuter parce que ce qu'ils nous disent, c'est que à la dernière ronde, il y a eu un effort du gouvernement pour améliorer la contribution patronale, donc pas cette fois-ci. Parce que, Les voilà, collègues qui ont eu cet effort patronal-là là, vont le chercher sur leur chèque de paie, ils vont pas le trouver, là, parce que c'est vraiment pas beaucoup à comparer au coût des assurances. Mais je voulais juste le donner comme exemple absolument. à ceux qui se demandent. Alors, présentement, c'est pour cette raison-là qu'on place les éléments. Ce qu'on dit, par contre, c'est qu'on essaie de... On a des réponses sur certaines de leurs positions, c'est déjà ça. Et la longueur du processus, puis je vais faire le... Parce qu'il faudra passer à Pierre-Antoine après ça, mais il y a beaucoup de gens qui questionnent la longueur du processus. Toi, là, qui es à la table, tu trouves-tu ça long? Sérieux, là? Mettons, on jase comme ça, là. Ben oui, Eric, c'est très long. Normalement, tu sais, à la table centrale, surtout, les enjeux quand même sont relativement limités. C'est un autre enjeu qu'on n'a pas nommé que la partie patronale ne veut pas discuter, c'est les disparités régionales, qui est un enjeu important aussi. Et évidemment, ça fait un an, là, donc effectivement, c'est très long. Puis c'est pour ça qu'on a demandé la conciliation aussi, c'est pour que ça accélère les choses, pour que ça accélère la discussion. Mais la négociation du secteur public étant extrêmement déterminée par le contexte politique aussi, l'obtention de mandat de nos vis-à-vis étant guidée par tout un processus qui est lié ultimement à la volonté politique, ben, quand la volonté politique n'est pas là pour régler, ben, c'est difficile d'avancer à la table. Donc, c'est long. Super intéressant, Denis, ce que tu amènes, parce que, tu sais, souvent, on dit que c'est nous autres, on a bien des tables, puis notre structure est compliquée, les syndicats. Mais la structure patronale d'aller chercher des mandats jusqu'au Conseil du Trésor, puis ultimement jusqu'aux politiques, bien, ça rend ça lourd, puis ça rend justement tes rencontres souvent très longues et fastidieuses. C'est ça que je dois comprendre. Absolument. Hey, une petite dernière. Il y a des collègues qui disent Hey, tu sentirais comment si les négos étaient publics avec une caméra puis que tout le monde saurait ce qui se passe? Serais-tu à l'aise, toi, dans une négo comme ça? Ça dépend. Ben, moi, ça ne me dérangerait pas, mais je ne suis pas sûr que les gens trouveraient que c'est intéressant. Ils trouveraient ça long. Ouais, il y a beaucoup d'échanges, puis d'échanges de textes, puis de discussions. Les gens trouveraient effectivement que c'est fastidieux, mais c'est un passage obligé. Et je te remercie de ta présence, Denis. Je vais te dire bon retour, bonne soirée. Et juste avant de passer, merci, Denis. Salut, merci, Merci. Denis. Salut. Merci Bonne beaucoup. soirée. Et donc, juste avant de passer à notre autre invité, Pierre-Antoine, que vous avez déjà vu, deux questions. Est-ce qu'il y a menace de loi spéciale de la part des patrons, de la part du gouvernement, même si effectivement le droit n'est plus le même? La réponse, c'est non. Là. On ne sent pas cet aspect-là. Vous savez, l'Assemblée nationale se termine le 8. On parle davantage là, de temps nécessaire pour adopter des lois comme PL 23, PL 15 en santé, en éducation. Ça, c'est un autre dossier. On n'est pas nécessairement plus content là, que de loi spéciale. Donc, la loi spéciale, là, on ne sent pas que c'est présentement là. Et une autre question d'Andréane Charbonneau. Est-ce que... C'était Kevin, l'autre question d'avant. Andréane, est-ce que le gouvernement attend vraiment que vous fassiez une contre-offre ou c'est du chantage? Bien, c'est un spin médiatique. Il faut qu'il se trouve une porte de sortie. Nous, l'affaire, je le répète, vous m'avez déjà entendu en entrevue le dire, ceux qui l'avaient, ceux des fois qui suivaient ça. Si on est arrivé avec une contre-offre, avec 1 % de moins à notre demande, la population, les médias auraient dit qu'on est ridicule puis on n'est pas sérieux. Donc, on a préféré pas en faire. Quand le gouvernement fait une bonification de 1,3 %, c'était difficile pour nous de dire on va baisser de 1 %. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on ne l'a pas fait. Et là, maintenant, on en parle beaucoup moins. Hein? Vous avez entendu, maintenant, il parle de flexibilité, de réorganisation. Il en parlait avant, mais là, il parle juste de ça. Il parle beaucoup moins de contre-offres. Donc là, le but, c'est de continuer parce que des contre-offres, il y en aura. Là. À la fin, là, vous le savez comme moi, ça ne finira pas exactement avec notre demande.
mais ça doit se faire à la table de négo et non pas là, dans un battage publicitaire, là, un dimanche matin, on convoque tout le monde puis on y va. Il y a d'autres façons de négocier. Vous allez me dire qu'on joue dans l'espace public? Oui, parce qu'on est obligé. Parce qu'il faut répondre au gouvernement. Il faut placer nos enjeux. Mais c'est à la table de négo que ça va se régler, puis ça, c'est certain. Donc, ceci étant dit, maintenant, on y va tout de suite avec notre collègue Pierre-Antoine Harvey. Et là, en plus, je vais pouvoir le nommer son titre. Je l'ai devant moi. C'est pas comme avec Denis où je ne l'avais pas devant moi. Donc, Pierre-Antoine Harvey, économiste à la Centrale. Bonjour, Pierre-Antoine. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien? Oh, j'ai dit bonjour, hein, bonsoir, je sais. Ouais, bonsoir. Toi aussi, tu es à la table, donc toi aussi, tu as passé toute la journée comme ça, là. Oui, oui, une longue journée quand même. Merci. Beaucoup d'attentes. On est content de vous parler. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Je tombe dans le vif du sujet. Peux-tu nous dire un peu qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui? C'est quoi ça, l'ISQ qui parle des salaires? Peux-tu nous dire un peu c'est quoi? Oui, bien, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quand même une étude importante. Ça date, en fait, des débuts des années 80. C'est Jacques Parizeau, du temps qu'il était lui-même président du Conseil du Trésor, qui avait mis en place cette étude-là parce qu'il voulait un outil pour démontrer que les travailleurs et travailleuses du secteur public, là, c'était des gras durs. Donc, il a demandé, ce qui était à l'époque l'Institut de la statistique du Québec, ça avait un autre nom, il a demandé de mettre une grande enquête qui compare les salaires et les avantages sociaux des employés du secteur public par rapport à ce qu'on appelle les autres salariés québécois, donc ceux du secteur privé et ceux des autres publics, donc municipal, fédéral, université, société d'État. Et en fait, l'intérêt de cette étude-là, c'est que ce n'est pas le salaire moyen du secteur privé et le salaire moyen du secteur public. Là, c'est des emplois qui ne sont souvent pas comparables. C'est une étude qui est basée sur des emplois comparables. Donc, on va regarder, par exemple, un électricien dans le secteur public, comment il gagne, comment ça gagne dans le secteur privé, comment ça gagne au municipal. On va faire la même chose pour les secrétaires, les concierges, les professionnels, les techniciens. Donc, il y a 74 emplois comparables qui ont été identifiés par l'enquête de l'ISQ. Et donc, depuis les années 80, cette enquête-là est faite à chaque année. Et c'est pas un hasard que ça sorte en plein milieu de la négociation, là. Chaque année, au mois de novembre, cette enquête-là est publiée. Donc, ça nous indique, pour nous, là, donc, si dans les années 80, là, avant la coupure de salaire de René Lévesque, pour ceux qui s'en souviennent, avant les années 80, s'il y avait un avantage à être dans le secteur public par rapport aux autres salariés québécois, minimalement, là, depuis les années 90, on est en déclin, on est en retard. Donc, année après année, l'enquête de la statistique du Québec, l'Institut de la statistique du Québec, démontre qu'il y a un retard salarial pour les employés du secteur public si on se compare à nos collègues dans les autres secteurs. Donc, cette année, là, les chiffres importants... Oui, justement, c'est ce que j'allais te demander, Pierre-Antoine. Là. Merci d'avoir mis la table et d'avoir bien expliqué c'est quoi les données de l'ISQ, à quoi ça sert, c'est pourquoi. Maintenant, je te pose la question, c'est quoi les chiffres pour cette année? Est-ce qu'on est encore des gras durs, Pierre-Antoine? Non, vraiment pas. Donc, quand on regarde notre salaire, le salaire comparatif, on a un retard de 16,6 % par rapport à l'ensemble des salariés québécois. Si on regarde le secteur privé, qui n'est pas notre comparateur préféré, pour le salaire, on est à moins 14 que des emplois comparables dans le secteur privé. Et si on regarde d'autres, là, nos marchés concurrentiels, là, donc les autres publics, que ce soit municipal, fédéral, société d'État, on est quasiment à moins 22 par rapport à ces gens-là. À ça, là, souvent, les gens vont dire, oui, mais peut-être que vous n'avez pas les bons salaires, mais vous avez des bonnes conditions de travail, que ce soit le régime de retraite, que ce soit les congés payés. Même si on prend en compte ces éléments-là, pour regarder ce qu'on appelle la rémunération globale, donc salaire plus autres avantages sociaux et congés payés, bien, on est quand même à moins 7,4 par rapport à l'ensemble des salariés québécois. Et je pense que ce chiffre-là, Pierre-Antoine, l'autre il est gros, là, puis on pourrait l'utiliser, oui. Mais si on est transparent, là, puis on ne joue pas du jeu de spin, etc., à tous ceux qui disent qu'on est encore des gras durs parce qu'on a un fonds de pension, parce que, quand on le compare, on est à moins 7,4. Et ça, incluant nos avantages sociaux. Donc, on a quand même un retard par rapport à nos collègues dans les autres secteurs. Et cet élément-là, c'est si on compare vraiment les secteurs vers lesquels on est attiré ou qui sont en concurrence avec le gouvernement, si on parle des grosses entreprises syndiquées,
on parle des autres secteurs publics, donc municipal ou fédéral, bien, en rémunération globale, on est plus autour d'un retard de 12 à 20 %. Donc, clairement, le gouvernement qui se dit qu'il veut être un employeur de choix, bien, il est clairement en dessous de la moyenne. Bien, et on l'a toujours dit, si on prend nos collègues ouvriers spécialisés, si t'es plombier, si t'es électricien, tu rentres là-dedans, là, dans ces chiffres-là, puis tu dis, bien, mon choix, c'est d'aller ailleurs. Donc, on ne veut pas les perdre, il faut les garder, il faut être ton employeur de choix. On dit depuis le début. Puis c'est quand même assez hallucinant qu'il y a tout un spin autour du fait que le gouvernement veut nous donner 10,3. Mais il ne comprend pas ou tu sais, ces chiffres-là, il me semble qu'ils devraient être connus encore à grande échelle. Mais c'est voulu, j'imagine que... Bien, écoutez, à chaque année, et l'Institut de la statistique et nous, on s'appuie vraiment sur la comparaison avec les autres salariés québécois. Donc, c'est l'ensemble des autres secteurs. Mais le gouvernement, bien, lui, choisit les arguments qui fait son affaire. Actuellement, à la table, quand ils nous répondent sur l'argument de la nécessité du rattrapage, eux regardent uniquement la rémunération globale avec le secteur privé. Donc, c'est le privé syndiqué et le privé non syndiqué. Et à ce moment-là, ils disent, bien, écoutez, vous êtes pas mal à parité. L'année dernière, on était à +2, là, on est à -2 du secteur privé, mais statistiquement, là, on est à peu près à une rémunération globale qui est égale. Mais ça, c'est comparé des gens, des secteurs qui ne sont pas du tout comparables parce qu'on ne peut pas... Tu sais, c'est quand même des entreprises, on parle d'entreprises de 200 employés et plus, mais dans les entreprises de 200 employés, ça inclut aussi les entreprises qui ont plusieurs succursales. Donc, ce n'est pas un établissement de 200 employés, c'est une entreprise qui pourrait avoir des petites succursales partout au Québec. Donc, c'est vraiment, il faut regarder qui sont nos concurrents, et c'est le secteur privé, syndiqué, et les autres publics, majoritairement. Donc, on est clairement en retard. Mais pour le gouvernement, ça semble ne pas être un enjeu. Pourtant, c'est très drôle, parce que c'est lui-même qui reconnaît une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs ou des problèmes de rareté. Mais cet argument-là, il semble vouloir l'éviter. Merci, merci Pierre-Antoine pour ces détails-là. Puis je vais te donner une dernière question avant que tu partes. Inflation cette année là, pour 2023, ça a l'air de quoi? Tu es économiste, je suis sûr que tu as ces chiffres-là comme ça. Là. Comme ça, comme ça. Là, t'es dessus ou je te fais... Je suis désolé, je sais que tu n'aimes pas ça quand je fais ça, mais ça aura l'air de quoi, là, c'est selon les différents économistes pour cette année, pour 2023? Parce qu'on demande une protection du pouvoir d'achat. Donc, si, mettons, là, on se met avec notre mécanisme, là, on sait que la grosse année de 6,7 de l'année dernière, là, qu'on aurait dû avoir, mais si on appliquait notre mécanisme, hein, où en janvier, février, on va sortir le chiffre, puis on obtiendrait là, au 1er avril ou autour du 1er avril 2024 une augmentation. Elle serait autour de combien si on appliquait juste le mécanisme? Je ne parle même pas de rattrapage. Ça tourne autour de combien selon les prévisions? Bien, les prévisions les plus récentes, là, on est autour de 4,5, 4,7 d'inflation prévue pour 2023. Là. Il manque les données pour novembre et décembre, mais ça s'en va dans ces eaux-là. Il faut se rappeler là, que le ministère des Finances, au mois de mars, prévoyait une inflation de 3,5. Donc, il y a eu un jump dans les prévisions puis dans la réalité là, de presque 1,2 %. Ce qui fait là, dans une des publications du Front commun, on disait que dans le fond, la nouvelle offre du gouvernement était effacée par la nouvelle inflation. Donc, on faisait juste compenser pour une inflation supplémentaire. Mais donc, oui, avec un mécanisme de protection du pouvoir d'achat, là, ça voudrait dire qu'au 1er avril 2024, il faudrait minimalement augmenter les salaires de 4,5 % si on veut protéger notre pouvoir d'achat pour cette année-là. Donc, merci Pierre-Antoine. Puis, je posais cette question-là vraiment pour être en mesure de montrer tout le travail qu'on a à faire. Puis, collègues tantôt qui se posaient la question, puis il y en a d'autres qui se disent « Pourquoi la grève? Pourquoi maintenir la pression? » C'est ça. Présentement, là, en 10,3, on couvre presque rien. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut réussir. Écoutez, tous les sondages démontrent que la population majoritairement est d'accord avec nos demandes de protection du pouvoir d'achat. C'est quand même pas n'importe quoi. Il faut en profiter. C'est pour cette raison-là qu'on maintient la pression. Hey, merci Pierre-Antoine. Plaisir. À toi aussi, je vais souhaiter bonne route. Merci d'avoir patiemment attendu du coin de Québec pour pouvoir être dans le direct avec nous autres. Merci, puis je sais que les gens sont bien contents d'avoir pu bénéficier de tes réponses, de vos commentaires. Merci, Pierre-Antoine, et bon retour. Bonne soirée. Merci.
On va continuer avec le dernier bloc, vraiment. Il y a quelques questions, puis moi, je vais terminer avec ça. Il y a une bonne question ici de Valérie Terrien. Est-ce que les négociations se poursuivent au-delà de la pause de l'Assemblée nationale? Parce que je disais qu'il faisait pause le 8. Elle dit, je crois que oui, mais certains en doutent. La réponse, c'est oui. Là. La négo, là, en date d'aujourd'hui, là, il faut qu'elle continue la fin de semaine, il faut qu'elle continue le soir, il faut qu'elle continue à tous les jours, et ça, aux différentes tables. C'est normal, des fois, il y a une pause d'1 ou 2 journées pour aller consulter, aller chercher des mandats, travailler, être stratégique. Mais il faut qu'on soit capable d'avancer. Et oui, il faut qu'on travaille au-delà du 8. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a dit lors de l'annonce de la prochaine séquence de grève qu'on allait convoquer des instances, ce n'est pas des assemblées générales, mais des instances des organisations syndicales. À la CSQ, c'est un CGN, un Conseil général de négociation, où sont toutes les fédérations et leurs représentants là, des syndicats affiliés pour faire un état des lieux. Est-ce que ce sera pour être sur le bord d'une entente ou pour se projeter pour après les fêtes? Et ça, on la tient le 19 décembre. Écoutez, si on était sur le bord de quelque chose, on travaillerait le 19, le 20, le 21. On est prêt à se rendre plus tard. Maintenant, aux questions, est-ce qu'on travaillerait pendant la période des fêtes? C'est sûr qu'on va faire comme cet été, on va prendre quelques jours, mais c'est sûr qu'on voudra travailler. En même temps, il va falloir se questionner sur la suite des choses. Si arrivé au 19-20, on n'est pas proche d'une entente. Ça, à la question suivante, est-ce que ça voudrait dire une grève générale limitée pour le 8 janvier, le 15 janvier? On ne sait pas. Là, premier élément, c'est qu'on travaille présentement pour un règlement. Si ça n'arrive pas parce qu'il n'est pas à la hauteur, on se projettera par la suite, puis on verra la meilleure chose à faire. Puis ce n'est pas Éric Gingras qui va décider, c'est avec les collègues du Conseil général de l'ensemble de nos fédérations. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais avec le Front commun. C'est une des forces qu'on a, 420 000 membres, nos collègues de la FTQ, nos collègues de la CSN, nos collègues de l'APTS. C'est pas pour rien qu'on a toute cette énergie-là ensemble aujourd'hui. Alors, écoutez, moi, je vous dirais, ça fait 52 minutes qu'on est ensemble. J'espère vraiment avoir essayé de démocratiser ce qui se passe aux tables de négo. Quand on aura des commentaires ou des réponses plus simples, plus directes, avec plus d'exemples, avec plus de chiffres, on sera en mesure de vous le dire. Ne pensez pas qu'on vous cache quelque chose. On ne ferait pas ça. C'est trop important ce qui se passe là, et la mobilisation est trop importante. Du monde en grève, c'est trop important. Donc, présentement, on fait un état des lieux, voici ce qui se passe. Ça avance, mais pas vite. Il y a 2 semaines, ça n'avançait pas pantoute. Il y a un conciliateur et il semble qu'il y ait une volonté, notamment au sectoriel, et ça, c'est important pour la suite des choses. Mais d'ici là, oui, grève à partir du 8. Et vous serez là, puis on a besoin de cette mobilisation-là. Si on règle avant, on va être content, on se reverra probablement dans un direct. Mais si on avait à se rendre jusqu'au 8, à vivre ces journées-là, on va avoir besoin de tout le monde. On va avoir besoin de tout le monde, de la parenté, des oncles, des tantes, de la famille, du beau-frère, de tout le monde, pour continuer ce mouvement-là qui vient défendre les services publics et notre travail pour garder notre monde puis attirer notre monde. Vraiment, moi, je veux vous remercier. Vous étiez des milliers aujourd'hui à nous suivre. J'espère avoir été en mesure de vous donner certaines informations. Je sais que je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui aimeraient ça avoir encore plus de réponses, mais quand on va les avoir, on va vous les donner. Puis ça, c'est ce qu'on fait depuis le début. On ne se sauve pas, puis on vous donne les informations. Mais le plus important, c'est la négo des travailleuses et des travailleurs du Front commun, de la CSQ, de nos fédérations, des profs, du personnel de soutien, des professionnels, des collègues en santé, des collègues du collégial. C'est toutes nous autres qui sommes en train de faire un mouvement important et on n'en est que vos porte-paroles, puis on continue à maintenir cette pression-là. Merci, puis on ne lâche pas tout le monde.